journal dont voici les titres avec Olivier Chorderet. Bonjour. Bonjour, des opérations pas forcément nécessaires motivées par des incitations financières afin d'optimiser les revenus de certains hôpitaux et autres cliniques. Le système de santé dans le viseur du contrôle fédéral des finances. Un bataillon de 600 militaires pour défendre l'armée face aux cyberattaques. Berne propose, les partis approuvent. Encore faudra-t-il trouver des spécialistes. Colère, douleur, le retrait américain de Kaboul a marqué les esprits aux États-Unis mais aussi au Royaume-Uni. Voilà les diplomates sous le feu des critiques. Une victoire pour un baptême du feu, celle amicale de la Suisse sur la Grèce, une première sur le banc pour Murat Yakin et sur le gazon pour Cédric Cessiger, le fribourgeois de Young Boys. Il n'oubliera jamais. Le système de l'assurance maladie pousse à la pratique d'opérations pas forcément nécessaires. Le constat du contrôle fédéral des finances dans un rapport publié hier soir. Le gendarme financier de la Confédération s'est penché sur 3 interventions chirurgicales courantes avec cette question en tête. Sont-elles toujours adéquates? Conclusion, Marielle Savoie, des motifs financiers peuvent influencer les décisions des médecins et hôpitaux, en particulier pour les patients qui ont une assurance complémentaire. Prenez 2 hommes à qui l'on décide d'enlever la prostate. Le premier n'a que l'assurance obligatoire, le second possède une complémentaire privée. Eh bien, le second rapporte jusqu'à 4 fois plus que le premier à celui qui l'opère, constate le contrôle des finances. De quoi générer des tentations pour les hôpitaux et les cliniques qui doivent tous faire du bénéfice. François Donini, l'un des auteurs du rapport. Cette marge bénéficiaire qui doit être dégagée conduit bien évidemment les hôpitaux avec certaines stratégies à assurer le revenu, que ce soit en posant certains objectifs aux divisions médicales en matière financière par exemple, ou alors en regardant que des patients bien rémunérateurs arrivent dans l'hôpital. Concrètement, sur les 3 opérations analysées, le contrôle des finances n'a pas observé une fréquence de traitement plus élevée pour les patients au bénéfice d'une couverture privée, mais il a découvert un autre biais, François Donini. La pose d'un stent de patient en assurance obligatoire se fait plutôt en ambulatoire. Par contre, d'un patient privé se fait plutôt en stationnaire, ce qui montre quand même que les opérateurs ont quand même une forme d'optimalisation de leurs revenus. Chargés des contrôles, la Confédération, les cantons et les assureurs s'intéressent peu à la nécessité de pratiquer un acte médical, regrette le contrôle des finances. Dans ce domaine, on mise plutôt sur l'autorégulation des hôpitaux et des médecins, mais la qualité des systèmes en place varie beaucoup en fonction des régions et des institutions. Le contrôle des finances demande à l'Office fédéral de la santé publique de remettre de l'ordre pour éviter ces dérives qui peuvent coûter cher aux assurances et donc à la population. Les cyberattaques sont devenues une préoccupation majeure de l'armée suisse. Pour protéger son réseau informatique, elle va donc se doter d'ici 3 ans d'un commandement spécialisé dans la cyberdéfense. Sous ses ordres, un cyberbataillon composé à terme de presque 600 militaires. Une stratégie annoncée par le Conseil fédéral, saluée par la plupart des partis politiques, y compris les Verts libéraux, ainsi le Conseil national François Pointet. Cette réorganisation, elle est surtout là pour mettre en place un système qui permet à l'armée de remplir sa mission cyber. L'objectif, c'est de protéger ses propres infrastructures et de venir en aide par subsidiarité à la politique et aux civils. Est-ce que vous pensez que l'armée va trouver assez de monde pour remplir ses postes dans le domaine cyber? Alors ça va être là le défi énorme de l'armée avec le domaine civil, puisque tout le monde est à la recherche de cyber-spécialistes. Il faudra voir comment est-ce qu'on inclut les miliciens dans ce cyber-bataillon, comment est-ce qu'on inclut des professionnels qui les encadrent. Il y a déjà des choses qui se font, puisqu'il y a une académie militaire cyberdéfense qui travaille étroitement avec le domaine civil. François Pointet avec Marc Menichini. Le Conseil fédéral toujours qui propose un plan de relance en faveur du tourisme. Pour aider le plus rapidement possible un secteur comme d'autres durement touché par le Covid, la moitié des 60 millions investis ira à Suisse Tourisme qui compte bien lancer de nouvelles campagnes et de nouveaux projets. But de l'organisation, reconquérir la clientèle étrangère. Véronique Canel, sa porte-parole. Dans le domaine du tourisme de loisirs, c'est surtout les marchés étrangers, les marchés de proximité, donc les marchés européens qui vont être ciblés, mais aussi les marchés lointains, surtout dans la perspective de faire revenir des touristes qui sont des touristes individuels, qui voyagent plus longtemps en Suisse et qui aussi découvrent plus de destinations. Une autre cible cruciale, c'est le tourisme urbain, mais également aussi le tourisme d'affaires, où là, effectivement, on voit qu'une reprise s'amorce déjà. Il faut pouvoir aussi positionner la Suisse très rapidement comme destination de congrès et de réunions d'affaires très attrayante.
Véronique Canel avec Cléa Favre. Les 30 millions restants iront à Innotour, programme fédéral de soutien à l'innovation touristique. Ils sont affectés aussi à la nouvelle politique régionale. Et juste après le journal, on parlera avec Adrien Géniel, directeur de Genève Tourisme, de ce plan de soutien au tourisme suisse. Et alors que Berne a décidé de surseoir à l'application étendue du certificat Covid, une question que vous vous posez peut-être si vous êtes vacciné et que vous avez des symptômes ou si vous avez été en contact avec un cas positif. Que faire ? Car certaines personnes entièrement vaccinées sont quand même contaminées. Dites-nous, Alexandra Richard, ce que fait la Confédération pour éviter qu'elles ne passent pas sous le radar. Actuellement, les personnes vaccinées qui ont été en contact étroit avec un cas positif n'ont pas besoin d'aller en quarantaine. La recommandation, c'est de se faire tester en cas de symptômes. Le problème, c'est que les vaccinés sont potentiellement asymptomatiques. Didier Tronneau, virologue à l'EPFL, est responsable test et traçage à la task force scientifique de la Confédération. Ce dont on manque, c'est des données très quantitatives sur la fréquence à laquelle les personnes vaccinées sont infectées, parce qu'elles font généralement peu de symptômes, ou du moins on le soupçonne, et donc probablement elles ne sont pas diagnostiquées. Ce qui fait en somme qu'il est difficile de dire quelle est la fréquence à laquelle ces gens se font infecter, et surtout la fréquence à laquelle ces gens peuvent en infecter d'autres. Est-ce qu'il faudrait alors appliquer aux personnes vaccinées aussi, comme aux non-vaccinés, la stratégie de traçage et quarantaine ? La réponse de Didier Tronneau. Qu'on soit vacciné ou pas, si on a des symptômes compatible avec une infection des voies respiratoires, il faut se faire tester. Maintenant, si de manière très générale, on se met à appliquer les mesures de contrôle à tout le monde, vacciné ou pas, je pense que ça multipliera de manière extrêmement conséquente les mesures pour finalement ne prévenir probablement qu'un nombre limité d'infections. Une piste suggérée par la chef du contrôle de l'infection à l'OFSP, Virginie Masseret, serait d'encourager les personnes vaccinées à se faire tester de manière proactive si elles ont été en contact avec le virus sans attendre l'arrivée d'éventuels symptômes. Et bien justement, cette même Virginie Masseret sera l'invitée de la rédaction. Tout à l'heure, à 7h30, elle répondra aux questions de David Berger. Le Covid, dernière année des pandémies qui frappent la planète, eh bien, c'est pour mieux les détecter et mieux répondre aux urgences sanitaires que l'Organisation mondiale de la santé a inauguré hier un centre de recherche à Berlin, financé en partie par l'Allemagne. Il réunira des experts issus de plusieurs domaines et collectera des données du monde entier. Genève veut accélérer l'éducation numérique à l'école afin de répondre aux exigences du nouveau plan d'études roman. Les deux projets de loi présentés hier préconisent l'achat de 7000 tablettes et plus de 3000 ordinateurs portables, une flotte informatique déployée de l'école primaire au secondaire 2. Verrons-nous demain tous les élèves derrière un écran ou bien au contraire, estime Anne-Emery Toracinta, ministre chargée de l'instruction publique. Toute une partie du programme numérique, c'est de la prévention. Et plus les élèves sont petits, moins il y aura, je dirais, d'outils numériques et plus on sera avec du papier-crayon, on travaillera sur des choses très simples. Mais à un moment donné, on ne peut pas nier que les écrans existent dans notre société. On doit préparer nos élèves à devenir des citoyennes et citoyens dans un monde qui est très numérisé. Maintenant, quand on parle de 7000 tablettes et 3400 ordinateurs portables, on parle de l'entier des écoles du canton. Je vous rappelle qu'on a 79 000 élèves dans le canton. Donc vous voyez qu'on est très loin de dire chaque élève aura son équipement. C'est justement ce qu'on veut pas, mais on veut que les écoles disposent de l'eau de matériel et quand il y a un plus pédagogique, qu'on puisse l'utiliser, pas autrement. Autour du Parlement maintenant de se prononcer sur ces deux projets de loi. De 700 à moins de 100, le nombre de femmes journalistes en activité en Afghanistan depuis l'arrivée des talibans à Kaboul. Les chiffres de Reporters sans frontières, l'organisation évoque les incidents impliquant les journalistes afghanes depuis le 15 août et les injonctions à respecter les lois islamiques pour expliquer leur effacement. La capitale afghane vidée depuis lundi de la présence des soldats américains, un retrait fortement ressenti par toute une partie de la population américaine et britannique entre douleur et colère, tandis que les critiques pleuvent après ce sauve-qui-peut général, en particulier Dominique Chauffin sur la manière dont s'est déroulée l'évacuation de Kaboul. Côté américain, certains diplomates se disent hantés par les choix qu'ils ont dû faire en gérant le pont aérien au départ de Kaboul, des choix humains et donc forcément inhumains, puisqu'ils ont laissé derrière eux une majorité d'Afghans qui avaient travaillé pour des Occidentaux ou pour les Américains eux-mêmes. Combien de ces Afghans à risque qui n'entraient pas dans les critères pour obtenir un visa spécial, combien ont été forcés de rester dans le pays alors qu'ils souhaitaient fuir les talibans? Les chiffres ne sont pas encore clairement établis par la Maison-Blanche. Sans doute des dizaines de milliers de personnes selon les témoignages qui affluent aujourd'hui. Une gestion de crise, Dominique, également critiquée du côté britannique. Le retour au pouvoir des talibans a tourné à la déroute pour tout le camp occidental
occidentale, mais il a été particulièrement dévastateur pour Londres, les Britanniques apportant il y a 20 ans un fort soutien aux États-Unis en Afghanistan. C'est aujourd'hui au chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, de devoir rendre des comptes. Ses services sont accusés d'amateurisme, échouant à exfiltrer plusieurs centaines d'Afghans pourtant éligibles à leur dispositif d'accueil. État d'urgence décrété dans l'État de New York, mais aussi dans la ville du même nom après les pluies diluviennes qui se sont abattues, provoquant des inondations et l'interruption des lignes de métro à Manhattan. Un événement climatique jugé historique par le maire de la ville, Bill de Blasio. Un peu plus tôt, le gouverneur de l'État du New Jersey avait lui aussi déclaré l'état d'urgence. Une victoire pour une première hier soir en football pour Murat Yakin. La Suisse, vainqueur de la Grèce 2-1 en match amical devant une poignée de spectateurs à Bâle. Une première aussi pour Cédric Tsezi. Le défenseur fribourgeois des Young Boys se rappellera longtemps de cette première sélection. Comme c'est le premier match international avec l'équipe suisse, c'est une journée très spéciale pour moi, pour toute ma famille, pour mes proches. Ouais, c'est une journée très belle pour moi et en plus avec une victoire, ça fait encore plus plaisir. Je profite énormément de ces moments, que ça soit avec IB en Ligue des Champions, puis maintenant avec l'équipe suisse. C'est des expériences que je peux prendre comme jeune joueur et puis en profiter et puis beaucoup apprendre et puis continuer à travailler pour encore plus progresser. Ouais. Dimanche, la Suisse défie l'Italie, alors il y aura des changements, ce ne sera pas forcément la même équipe, mais vous êtes dans le groupe pour vivre un grand moment, même si c'est sur le banc. Oui, bien sûr, j'aimerais de profiter tous les moments, même si je joue pas sur le banc, à l'entraînement, de profiter du temps avec l'équipe, d'apprendre à connaître les gens aussi, tout le staff. C'est juste, comme j'ai dit, une expérience incroyable et puis je veux vraiment en profiter. Ce chiffre, enfin, 111, non pas feu le service de renseignement téléphonique, mais un nouveau record mondial, à savoir le nombre de buts marqués en sélection, détenu désormais par le seul Cristiano Ronaldo. Il le partageait jusque-là avec l'Iranien Ali Daei, mais c'était avant de marquer 2 fois hier soir et de permettre au Portugal de battre l'Irlande 2-1. Cristiano Ronaldo, déjà meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, de l'Euro, des sélections européennes ou encore du Real Madrid. Pas de record en tennis enfin pour Henri Laaksonen, mais un exploit et un billet, le premier de sa carrière pour les 16e de finale de l'US Open. Le Chafouzois vainqueur hier soir du Chilien Christian Garin, 19e jour mondial. Son prochain adversaire, l'Allemand Peter Gojowczyk, sorti comme lui des qualifications du tournoi new-yorkais. Et c'était le journal signé Olivier Chanderet. Merci.